En cet après-midi ensoleillé, à 14h47, en pleine mer des Caraïbes, le destroyer lance-missile de classe Harley-Burke USS Gravely naviguait à vitesse de patrouille standard. Sa mission de lutte contre le trafic de stupéfiants, une opération de liberté de navigation de routine, était clairement documentée par satellite. Soudain, un radar vénézuélien a accroché le navire américain. Un patrouilleur, un Guayqueri de 79 mètres de long, armé d'un canon de pont de 76 mm et de systèmes d'armes rapprochés, a émergé des eaux côtières. Il se dirigeait directement vers le destroyer américain, réduisant la distance à une vitesse de 30 nœuds. Tous ces mouvements étaient visibles sous le soleil de l'après-midi. À 14h51, le navire vénézuélien a ouvert le feu. Des tirs ont éclaboussé l'eau à 70 mètres de la proue de l'USS Gravely, un spectacle clairement visible et photographié par de multiples systèmes. Il ne s'agissait pas d'un tir de semonce, mais d'une provocation délibérée, conçue pour tester la réaction américaine, forcer le destroyer à quitter les eaux internationales et démontrer la volonté d'escalade du Venezuela. Caracas pensait avoir parfaitement calculé son coup. Un destroyer américain isolé dans les Caraïbes, entouré des défenses côtières vénézuéliennes à 19,3 km des ports amis, contraint de se retirer, permettant de revendiquer la victoire et d'humilier Washington. Mais le Venezuela a commis 4 erreurs de calcul catastrophiques. Premièrement, l'USS Gravely n'était pas isolé. 2 sous-marins d'attaque de classe Virginia le suivaient en profondeur, silencieux, invisible, en attente. Deuxièmement, le système de combat Aegis du destroyer traquait le navire vénézuélien depuis 47 minutes. Chaque mouvement était enregistré et les solutions de tir étaient déjà calculées. Troisièmement, un avion de patrouille maritime P-8 Poséidon orbitait à 96,5 km au nord. Ses capteurs étaient actifs, transmettant toutes les données au commandement de la flotte en temps réel. Quatrièmement, la retenue n'est pas une faiblesse, c'est un choix, et un choix soutenu par une capacité écrasante est la position la plus dangereuse pour un adversaire. Ce qui s'est passé dans les 31 minutes suivantes est devenu la démonstration la plus précise de force navale contrôlée dans les opérations des Caraïbes depuis la guerre froide. Voici cette histoire. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous analysons les dynamiques de puissance mondiale. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette confrontation a redéfini les règles de la guerre en zone grise et ce que cela signifie pour l'avenir de la puissance navale moderne. Depuis des décennies, les Caraïbes sont un théâtre de lutte contre le trafic de stupéfiants. Les destroyers de la marine américaine patrouillent les eaux internationales, interceptent les cargaisons de drogue, surveillent les routes de contrebande et maintiennent la liberté de navigation. Ce sont des opérations légales, documentées, menées à la vue des satellites de surveillance et des observateurs internationaux. Chaque année, l'équivalent de 20 milliards de dollars de stupéfiants transite par ces eaux. Cocaïne de Colombie, drogue de synthèse issue de laboratoires clandestins, le tout remontant vers les marchés américains via les routes maritimes des Caraïbes. L'USS Gravely opérait dans ces eaux depuis 6 semaines, dans le cadre de l'opération Southern Spear, qui avait déployé 17 navires et 4000 marins et fusiliers marins. La mission, perturber les réseaux vénézuéliens, maintenir la présence américaine et démontrer que les eaux internationales restent internationales, quelles que soient les menaces de Caracas. En octobre 2025, l'opération avait intercepté 43 cargaisons de drogue, saisi 18 navires et confisqué 17 tonnes de cocaïne, le tout sans tirer un seul coup de feu. Mais le Venezuela intensifiait ses provocations. Pendant 3 semaines, des patrouilleurs vénézuéliens avaient mené des actions de harcèlement en zone grise, approchant les navires américains, transmettant des avertissements, revendiquant leur juridiction sur des eaux situées à 200 mètres de leur côte, testant les limites, sondant les réactions et se dirigeant vers la confrontation. Chaque rencontre poussait un peu plus loin, chaque provocation était légèrement plus agressive. Les renseignements indiquaient que Caracas cherchait un incident, quelque chose qu'ils pourraient filmer, qu'ils pourraient utiliser au niveau national pour démontrer leur défi à la puissance américaine. À 10h30, l'USS Gravely a reçu un message urgent du commandement sud des États-Unis. Les renseignements signalaient une possible provocation vénézuélienne,
Un patrouilleur sortant de Puerto Cabello, armé, intention inconnue. Le commandant Sarah Mitchell, capitaine du Gravely, a ordonné une vigilance accrue. À tout le personnel, ici le capitaine. L'activité navale vénézuélienne est élevée. Nous restons dans les eaux internationales et menons des opérations légales. Maintenez une attitude professionnelle. Tous les systèmes d'armes en pleine capacité. Cela pourrait devenir intéressant. Ce que le commandant Mitchell n'a pas dit à son équipage, c'est que les renseignements suggéraient que le Venezuela planifiait une confrontation publique. Tirer des coups de semonce, forcer le retrait américain, filmer toute la rencontre et l'utiliser pour la propagande intérieure, démontrant ainsi que le gouvernement de Maduro pouvait défier les navires de guerre de l'US Navy et l'emporter. À 13h15, le patrouilleur vénézuélien est apparu sur le radar. Il s'agissait d'un navire de classe Guayquerí, d'un déplacement de 1720 tonnes, armé d'un canon Otto Melara de 76 mm, d'un système d'armes rapprochées Oerlikon Millennium de 35 mm et de 2 mitrailleuses de 12,7 mm, capables de transporter un hélicoptère et avec un équipage d'environ 60 personnes, pour un coût de 85 millions de dollars. Le navire a initialement maintenu la distance, suivant le Gravely à 12 km, transmettant des avertissements par radio maritime, affirmant que le destroyer américain violait les eaux territoriales vénézuéliennes. C'était faux. Le Gravely opérait à environ 68,5 km de la côte vénézuélienne, bien à l'intérieur des eaux internationales, clairement documenté par GPS, par suivi satellite et par de multiples systèmes de vérification indépendants. À 14h20, le navire vénézuélien a modifié sa course, réduisant l'angle, sa vitesse augmentant à 30 nœuds, la distance diminuant rapidement. À 14h35, le commandant Mitchell a activé le General Quarters. General Quarters, tout le personnel au poste de combat. Ce n'est pas un exercice. Le patrouilleur vénézuélien se rapproche agressivement. Système d'armes prêt. Nous sommes autorisés à l'engagement défensif si des tirs sont essuyés. Restez vigilants. À l'intérieur du centre d'information de combat du Gravely, la situation était d'une clarté cristalline. Le radar Aegis SPY-1D suivait le navire vénézuélien avec précision. Les ordinateurs de contrôle de tir calculaient continuellement les solutions d'interception. Des missiles surface-air SM-2 étaient chargés dans les cellules de lancement vertical, capables d'engager des cibles de surface. Le système d'armes rapproché Phalanx était en ligne. Le canon de pont Mark 45 de 127 mm était prêt. 96 cellules de lancement vertical étaient armées, chacune capable de lancer des missiles de croisière Tomahawk, des intercepteurs SM-2 ou des roquettes anti-sous-marines. Le destroyer transportait plus de puissance de feu que l'ensemble de la flotte de surface vénézuélienne combinée. À 14h47, le navire vénézuélien s'est rapproché à 8 km, puis a ouvert le feu. Boum, boum, boum. 3 obus de 76 mm ont éclaboussé l'eau à 70 mètres de la proue du Gravely. Les explosions étaient clairement visibles sous le soleil de l'après-midi. Des colonnes d'eau s'élevaient, non pas accidentelles, non pas des tirs d'avertissement dans une direction sûre, mais des tirs délibérément placés pour intimider, menacer, forcer une réponse. Le commandant Mitchell a reconnu le tir hostile. Tous les systèmes défensifs, engagés si nécessaire, barre, ajuster le cap à 0,15, augmenter la vitesse à 25 nœuds, créer de la séparation, donnez-leur une chance de désescalader. L'USS Gravely a modifié sa course. Non pas une fuite, mais un repositionnement. Une manœuvre en eau libre où la couverture des capteurs s'améliorait, où la géométrie de l'engagement favorisait les systèmes américains, où l'ambiguïté disparaissait. Chaque mouvement était documenté, chaque seconde enregistrée. Tout était visible pour les observateurs satellites, pour le P-8 en altitude, pour les sous-marins en dessous. C'était de la géométrie tactique. Chaque changement de cap augmentait l'avantage américain. Cela éloignait l'engagement du fouillis côtier où les performances radars se dégradaient, loin des eaux peu profondes où les sous-marins ne pouvaient pas manœuvrer, vers l'océan ouvert où la supériorité des capteurs américains devenait écrasante.
L'équipage vénézuélien a vu un destroyer changer de cap. Le commandant Mitchell a vu un échiquier où chaque pièce se déplaçait en position optimale. L'équipage vénézuélien a interprété la manœuvre différemment. Le destroyer américain n'avait pas riposté, il avait changé de cap, semblait prendre ses distances. Pour eux, cela ressemblait à un succès. La pression appliquée avait porté ses fruits. La tactique fonctionnait. Ils ont appelé Caracas. Navire américain manœuvrant pour s'éloigner. Mission réussie. Ils se trompaient catastrophiquement. À 14h53, le navire vénézuélien a maintenu la poursuite. L'angle de rapprochement augmentait à nouveau. La vitesse restait inchangée. L'attitude agressive était maintenue. À 14h55, le commandant Mitchell a reçu l'autorisation du commandement de la flotte. Gravely, vous êtes autorisé à l'engagement défensif. Neutralisez la menace, minimisez l'escalade, la précision avant la destruction. Le commandant Mitchell a ordonné au contrôle de tir. Ciblez le navire vénézuélien. Solution pour la propulsion et les capteurs. Un missile. Désactiver. Ne pas détruire. Rendez cela chirurgical. À 14h56, le système de lancement vertical Mark 41 de l'USS Gravely s'est activé. Un missile SM-2 Block 3 a été lancé. Une flamme blanche était clairement visible en plein jour. Le moteur de la roquette s'est allumé. Le missile a grimpé, puis a descendu vers la cible. Le guidage radar semi-actif s'est verrouillé sur le patrouilleur vénézuélien. Il ne visait pas les quartiers de l'équipage. Il ne visait pas le stockage de munitions. Il ciblait le compartiment de propulsion du navire et son ensemble de capteurs. L'équipage vénézuélien a eu environ 11 secondes pour comprendre ce qui se passait. À 14h57, le SM-2 a frappé à l'arrière de la superstructure du navire vénézuélien. Un impact de précision. La détonation de l'ogive n'était pas conçue pour couler le navire, mais pour le rendre inefficace au combat. Explosion, feu, fumée noire visible à des kilomètres. Les systèmes de propulsion étaient détruits. Les moteurs diesel hors service. Les hélices à pas variable désactivées. Le mât radar endommagé. Les réseaux de communication coupés. Le patrouilleur a perdu sa puissance, ses capteurs, son commandement et son contrôle. Il était à la dérive, mort dans l'eau. Simultanément, le CIWS Phalanx de l'USS Gravely s'est activé. 2 petits drones aériens avaient été lancés quelques minutes plus tôt depuis le navire vénézuélien. Des drones de reconnaissance observant l'engagement, transmettant des vidéos à Caracas. Le radar du Phalanx s'est verrouillé. Le canon Vulcan M61 de 20 mm a pivoté. 4500 coups par minute. Des obus perforants en tungstène ont zébré le ciel clair de l'après-midi. Le premier drone s'est désintégré. Le second a été détruit. Des débris sont tombés dans l'océan. L'espace aérien a été dégagé. Temps total de l'engagement, 43 secondes. Dégâts de l'USS Gravely, 0. Navire vénézuélien. Propulsion détruite. Capteur hors ligne. Communication coupée. Mort dans l'eau. Équipage en vie. Navire intact mais neutralisé. À 15h01, le commandant Mitchell a contacté le commandement sud des États-Unis par radio. Navire vénézuélien désactivé. Ne représente plus une menace. Surveillance pour opération de sauvetage. Demande assistance médicale si nécessaire. La réponse est venue immédiatement. Gravely. Maintenez votre position. Les moyens des gardes-côtes sont en route. Documentez tout. Cette affaire sera étudiée pendant des décennies. Quelques minutes plus tard, les médias d'État vénézuéliens ont commencé à diffuser des allégations d'agression américaine. Attaque non provoquée contre un patrouilleur pacifique. Destroyer tirant sur un navire plus petit, menant des opérations légales de défense côtière. Une fabrication complète, mais les images satellites ont révélé la vérité. Des photographies haute résolution sous un éclairage parfait de l'après-midi. Le navire vénézuélien tirant en premier, des obus éclaboussants près de l'USS Gravely.
le destroyer américain manœuvrant pour créer de la séparation, le navire vénézuélien poursuivant agressivement, puis une contre-attaque américaine précise. Un missile, impact chirurgical, navire désactivé mais non détruit. Tout était visible, tout était documenté, tout était indéniable. En quelques heures, le monde entier a appris la nouvelle. Un patrouilleur vénézuélien tire sur un destroyer américain dans les eaux internationales. L'USS Gravely riposte par une frappe contrôlée. Le navire vénézuélien neutralisé en moins d'1 minute. Aucune victime américaine. Les affirmations de la propagande vénézuélienne contredites par des preuves photographiques clairement visibles en plein jour. La réaction mondiale a été immédiate. La marine américaine fait preuve de précision et de retenue lors d'une confrontation dans les Caraïbes. La provocation du Venezuela se retourne spectaculairement contre lui. Le destroyer désactive le navire attaquant sans escalade. La mauvaise évaluation de Caracas exposée par la documentation satellite. Les 60 membres d'équipage vénézuélien ont été secourus par leurs propres garde-côtes dans les 2 heures. Tous ont survécu. Le patrouilleur désactivé a été remorqué jusqu'à Puerto Cabello. Les réparations sont estimées à 32 millions de dollars. Sa remise en service opérationnel prendra des mois. Le commandant Mitchell a reçu une distinction pour sa gestion professionnelle de cet engagement hostile. L'équipage est revenu à ses opérations normales dans les 12 heures. La mission a continué sans interruption. Les implications stratégiques étaient massives. Le Venezuela avait tenté de forcer un destroyer américain à quitter les eaux internationales par des tirs. L'analyse coût-avantage est éloquente. Un patrouilleur de 85 millions de dollars désactivé, 32 millions de dollars de réparation, humiliation internationale, échec de la propagande. Tout cela documenté en plein jour. Dépenses américaines. Un missile SM-2 d'environ 3 millions de dollars. Munitions Phalanx à coût négligeable. Résultat, menace neutralisée, équipage en sécurité, mission ininterrompue, dissuasion renforcée. C'est un ratio que le Venezuela ne peut pas se permettre, comme acheter une voiture de luxe pour jouer à la poule mouillée avec un train de marchandises. Techniquement possible, statistiquement déconseillé. La Chine a observé attentivement, a vu la réponse américaine précise, a constaté la rapidité avec laquelle une provocation en zone grise pouvait se transformer en contre-attaque chirurgicale. Elle a noté que la retenue ne signifie pas l'hésitation. Elle a calculé ce qui se passe lorsque l'on teste les destroyers de l'US Navy dans les eaux internationales. La réponse: on perd la capacité opérationnelle de son navire en moins d'1 minute. Tout est visible pour les observateurs mondiaux. Tout est documenté en plein jour. Les planificateurs navals de Pékin ont mis à jour leurs évaluations. Les destroyers américains opérant dans les eaux contestées ne sont pas des cibles vulnérables. Ce sont des appâts, connectés à une force écrasante. La Russie a tiré des leçons différentes. Elle a remarqué que les destroyers américains opérant seuls ne sont en réalité jamais seuls. Des sous-marins en dessous, des avions au-dessus, une couverture satellite complète. Le commandement de la flotte fonctionnait. Les tactiques de zone grise ne fonctionnent que lorsque l'autre partie choisit de les tolérer. Lorsque la tolérance prend fin, l'asymétrie devient brutale. Moscou a reconnu le schéma. Chaque bâtiment de combat de surface américain fonctionne comme un nœud dans un réseau intégré. Attaquez un navire, vous combattez un système entier. Mais, surtout, chaque marine régionale disposant de patrouilleurs a appris la distinction cruciale. Tirer des coups de semonce près des destroyers américains ne démontre pas la force. Cela démontre une profonde incompréhension du fonctionnement de la guerre navale moderne. La différence entre sonder et provoquer se mesure en secondes. Et les secondes sont calculées par des ordinateurs de contrôle de tir qui ne négocient pas. Pourquoi cela est-il important, au-delà d'un seul patrouilleur désactivé? Parce que cela a révélé la limitation fatale du Venezuela. Ils peuvent harceler, ils peuvent menacer, ils peuvent tirer des coups de semonce en plein jour à des fins de propagande.
Mais face à des systèmes navals à guidage de précision, soutenus par le suivi satellite et la coordination de la flotte, le harcèlement devient une éducation coûteuse. C'est la réalité que chaque puissance régionale doit comprendre. La guerre navale moderne n'est pas un combat navire contre navire. C'est un combat de systèmes intégrés contre des plateformes isolées. Les Destroyer Aegis ne se battent pas seuls. Ils se battent dans le cadre de chaînes de frappe englobant satellites, sous-marins, avions et commandement de la flotte. Le Venezuela a attaqué un destroyer. Il a déclenché une réponse de toute une architecture. Le patrouilleur vénézuélien désactivé est aujourd'hui amarré à Puerto Cabello. Un rappel de l'après-midi où Caracas a voulu tester si des tirs pouvaient forcer le retrait américain des eaux internationales. La réponse est arrivée en 43 secondes. Un missile, impact chirurgical, propulsion détruite, capteur hors ligne, navire neutralisé, équipage en vie, tout documenté, tout visible, tout indéniable. Le Venezuela a essayé d'intimider un destroyer de l'US Navy. Au lieu de cela, ils ont financé une démonstration de pourquoi il ne faut pas tirer sur des navires de guerre américains en plein jour. C'est comme essayer d'effrayer une caméra de sécurité en lui criant dessus. La caméra s'en fiche, mais quelqu'un regarde et prend des notes très détaillées. Si cette analyse vous aide à clarifier la dissuasion navale moderne, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une perspective sur les dynamiques de puissance dans les Caraïbes.